On t'a vendu l'idée que celui qui parle le plus est celui qui gagne le plus. Mais ce n'est pas vrai. Celui qui se tait est souvent 2 coups en avance. Et tu le sais, même si parfois tu as du mal à l'admettre. Dans un monde obsédé par le besoin de donner son avis sur tout, garder le silence est devenu presque un super pouvoir. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. C'est du stoïcisme pur, savoir quand agir, et quand ne rien dire du tout. Aujourd'hui, tu vas découvrir 10 leçons que personne ne t'a jamais expliquées, mais qui peuvent changer ta manière de jouer le jeu de la vie. Certaines vont te déranger, d'autres vont te faire réfléchir en te demandant, c'était vraiment aussi simple? Reste jusqu'à la fin, car la dernière leçon ne va pas seulement te surprendre, elle va t'obliger à tout remettre en question. Commençons. Chapitre 1, le pouvoir du silence stratégique. Il y a quelque chose que personne ne t'enseigne. Ni à l'école, ni à la maison, ni dans les livres de développement personnel aux couvertures séduisantes et aux titres en majuscules. Personne ne t'apprend à te taire. Et attention, je ne parle pas de te taire parce que tu n'as rien à dire. Je parle de te taire quand tu as trop à dire. Quand la colère monte en toi. Quand quelqu'un dit quelque chose qui te hérisse. Quand ton cerveau est déjà en train de construire le discours parfait pour le démolir. C'est précisément à ce moment-là que le silence devient ton arme la plus puissante. Sais-tu quelle erreur commet la majorité des gens? Ils confondent le silence avec de la faiblesse. Ils pensent que s'ils ne répondent pas, ils perdent. Que s'ils ne se défendent pas, ils abandonnent du terrain. Alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. Pense-y comme ça, quand quelqu'un te lance un hameçon, ce qu'il veut, c'est que tu mordes. Il veut une réaction. Il veut te faire bouger. Et au moment où tu restes immobile, où tu ne dis rien, tu lui enlèves exactement ce qu'il était venu chercher. Il n'y a pas de plus grande défaite pour quelqu'un qui cherche à te provoquer que de se retrouver face à un mur de silence. Les stoïciens l'avaient parfaitement compris. Marc Aurèle, l'un des empereurs les plus puissants de l'histoire, écrivait dans son journal que le premier pas vers la sagesse consiste à apprendre à moins parler. Non pas parce que les mots n'ont pas de valeur, mais parce que parler trop vite te fait perdre des informations que tu ne récupéreras jamais. Et dans une conversation, une négociation ou un conflit, c'est un désavantage énorme. Quand tu l'écoutes, tu vois. Quand tu parles trop tôt, tu deviens aveugle. Maintenant, sois honnête, combien de fois as-tu fait une erreur simplement parce que tu as parlé trop vite? Combien de fois as-tu dit quelque chose sous l'effet de l'émotion, que tu as ensuite regretté sans pouvoir le retirer? Les mots sont étranges. Ils passent dans l'air, mais restent gravés. Il n'existe pas de bouton « annuler » dans une conversation. Le silence, lui, ne laisse pas de traces. Il ne blesse pas. Il ne t'engage à rien. Et il a un autre effet que peu de gens comprennent, il met mal à l'aise celui qui parle. Quand tu ne réponds pas, quand tu restes là sans rien dire, l'autre commence à se sentir inconfortable. Il doute. Il parle davantage. Il se dévoile. Et sans t'en rendre compte, tu prends le contrôle de la situation. Le silence n'est pas de la passivité. Le silence est une stratégie. Pense au jeu d'échecs. Le joueur qui gagne n'est pas celui qui bouge le plus de pièces, mais celui qui sait quand ne pas les bouger. Cette pause, cette immobilité volontaire, c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui joue correctement et quelqu'un qui joue brillamment. Et c'est exactement la même chose dans la vie. Tout ne mérite pas ta réponse. Tout ne mérite pas ton énergie. Certains conflits ne doivent pas être gagnés, ils doivent être ignorés jusqu'à s'éteindre d'eux-mêmes. Parce qu'il existe des personnes qui vivent du drame, qui ont besoin de ta réaction pour se sentir importantes. Et quand elles ne l'obtiennent pas, quand tu ne leur offres pas le spectacle qu'elles attendent, elles se retrouvent sans carburant. Voilà ce qu'est le silence stratégique. Savoir quand parler, et surtout, savoir quand se taire. Cela ne veut pas dire que tu dois devenir une personne sans opinion. Cela signifie que tu apprends à choisir. Que lorsque tu parles, tes mots ont du poids. Car celui qui parle constamment finit par devenir un simple bruit de fond. Mais celui qui parle avec mesure, quand il ouvre la bouche, tout le monde écoute. C'est ça, le vrai pouvoir. Pas celui qui crie, celui qui se ressent. Et si tu penses encore que te taire revient à abandonner, souviens-toi de ceci. L'océan n'explique sa profondeur à personne. Il est simplement profond. Et ceux qui s'en approchent le ressentent immédiatement. Celui qui apprend à se taire au bon moment découvre que ses mots valent 2 fois plus lorsqu'il décide enfin de les utiliser.
Mais attention, le silence n'est que la première étape. Car cela ne sert à rien de te taire à l'extérieur si, à l'intérieur, tu es en feu et que tu laisses le monde te contrôler. Ce qui vient ensuite va transformer complètement ta manière de comprendre tes réactions. Chapitre 2, maîtrise ta réaction, pas le monde. Je vais te dire quelque chose que tu sais probablement déjà, mais que tu n'appliques pas encore. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur. Tu ne peux pas contrôler ce que les gens disent, les décisions de ton patron, les actions de ton partenaire, ni les opinions de ta famille. Tu ne peux pas contrôler le trafic, la météo, les crises économiques, ni la mauvaise humeur des autres. Ce que tu peux contrôler, la seule chose que tu peux vraiment contrôler, c'est ta manière de réagir à tout cela. Et c'est là que se trouve la clé. C'est là que tout se joue. La philosophie stoïcienne repose entièrement sur cette idée. Épictète, qui fut esclave avant de devenir l'un des penseurs les plus influents de l'histoire, l'exprimait avec une clarté tranchante, certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Ce qui dépend de nous, ce sont nos opinions, nos impulsions, nos désirs et nos aversions. Ce qui ne dépend pas de nous, ce sont les événements extérieurs, les autres, les circonstances. Un homme qui ne possédait même pas sa propre liberté a compris que la véritable liberté se trouvait à l'intérieur. Et ça, c'est une vérité puissante. Mais bien sûr, c'est facile à dire quand tout va bien. Le vrai défi apparaît lorsque quelqu'un t'insulte devant les autres. Lorsque des mois de travail s'effondrent en un instant. Lorsque la vie te place dans des situations que tu n'as ni choisies ni méritées. À ce moment-là, la réaction instinctive est d'exploser, de se défendre, d'attaquer, de blâmer. Et cette réaction, qui semble si naturelle, te place en réalité dans la pire position possible. Pourquoi ? Parce que lorsque tu réagis sous l'emprise de la colère, tu cesses de penser. Et quand tu cesses de penser, tu prends des décisions que tu regretteras. Tu dis des choses irréversibles. Tu poses des actions qui te nuisent. Tout ça, parce que tu ne t'es pas accordé 3 secondes de pause. 3 secondes. C'est tout ce qu'il faut pour changer l'issue de presque n'importe quelle situation. Imagine que ton esprit possède un interrupteur. Quand quelqu'un te provoque, cet interrupteur s'active automatiquement, réaction immédiate, sans filtre, sans réflexion. Mais si, à cet instant précis, tu arrives à poser la main sur cet interrupteur et à te dire « Attends. Stop. Respire », alors tu passes du mode automatique au mode manuel. Et en mode manuel, c'est toi qui décides. Ce n'est pas facile. Au début, cela paraît étrange, inconfortable, parfois même lâche. Parce que nous sommes tellement habitués à réagir que la pause ressemble à de l'indécision. Mais il existe une différence énorme entre réaction et réponse. La réaction est instantanée, émotionnelle, automatique. La réponse est consciente, choisie, maîtrisée. Il ne s'agit pas de te réprimer ni d'avaler tes émotions. Il s'agit de choisir le moment, le ton et les mots. Il s'agit surtout de ne laisser personne prendre le contrôle de ton état émotionnel. Car lorsque tu réagis automatiquement à ce que quelqu'un fait, tu lui donnes le pouvoir de te contrôler. Tu deviens une marionnette, tirée par les fils de la colère, de la peur ou de l'orgueil blessé. Les stoïciens ne se contentaient pas de théoriser cela. Ils le pratiquaient chaque jour. Ils s'exposaient volontairement à l'inconfort pour entraîner leur capacité de réponse. Parce qu'ils savaient une chose essentielle, le calme n'est pas un don, c'est une compétence. Et comme toute compétence, elle se développe. Comment ? Commence par de petites situations. La prochaine fois que quelqu'un te coupe la route, observe ton impulsion de réagir, et choisis de ne pas le faire. La prochaine fois qu'une remarque te dérange, prends 2 secondes avant de répondre. Pas 2 heures. 2 secondes. Et observe. Tu verras que, dans la majorité des cas, cette pause change complètement ce que tu allais dire. Et presque toujours, pour le mieux. Le calme ne te rend pas invisible. Il te rend impressionnant. Parce que pendant que les autres s'agitent, toi, tu restes stable. Et cette stabilité est ce qui distingue ceux qui contrôlent réellement la situation. Maîtriser ta réaction, ce n'est pas abandonner. C'est décider quand et comment agir. C'est la différence entre celui qui gagne en criant, et celui qui gagne en silence. Personne ne peut te faire perdre ta paix sans ton autorisation. Souviens-toi en chaque fois que tu sens la tension monter. Mais attention, il existe un niveau encore plus profond que la maîtrise de tes réactions. C'est apprendre à ne même pas dépenser ton énergie pour ce qui ne mérite pas une seule pensée.
Et cela porte un nom. Chapitre 3, l'indifférence intelligente. Parlons de quelque chose qui paraît simple, mais qui est en réalité extrêmement difficile à appliquer, ignorer. Pas ignorer à moitié. Pas faire semblant d'ignorer tout en rumination intérieure. Pas ce faux détachement qui revient te hanter le soir. Je parle d'ignorer avec discernement. Décider consciemment que certaines personnes, certaines situations et certains événements ne méritent même pas une seconde de ton attention. Et ici, beaucoup se trompent. Ils confondent cela avec de l'apathie, de la froideur, ou le fait de ne rien ressentir. Erreur. L'apathie, c'est ne rien ressentir. L'indifférence intelligente, c'est ressentir, et choisir de ne pas réagir. C'est reconnaître qu'une chose te dérange, mais décider qu'elle ne mérite pas d'occuper ton esprit. La différence est énorme. L'apathie t'endort. L'indifférence intelligente te libère. Le stoïcisme possède un principe fondamental pour cela, la dichotomie du contrôle. Avant de dépenser ton énergie, pose-toi une seule question, est-ce que cela dépend de moi? Puis-je agir dessus? Si la réponse est oui, agis. Si la réponse est non, lâche prise. Cela semble simple. Pourtant, la majorité des gens passent leur temps à s'inquiéter précisément de ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, l'opinion des autres, le passé, l'avenir, les décisions d'autrui. Imagine que ton énergie mentale soit une batterie. Chaque jour, tu disposes de 100%. Et chaque fois que tu t'inquiètes pour quelque chose que tu ne peux pas changer, chaque fois que tu ressasses une critique, chaque fois que tu t'énerves pour une décision extérieure, tu consommes cette batterie. Une énergie que tu n'auras plus pour ce qui compte réellement. L'indifférence intelligente, c'est de la gestion de ressources. Et elle a un effet puissant, elle te rend presque invulnérable. Car la seule manière de te blesser émotionnellement, c'est que tu accordes de l'importance à ce que l'autre dit ou fait. Si tu ne le fais pas, il n'y a pas de blessure possible. Bien sûr, certaines choses méritent toute ton énergie, ta santé, ta famille, tes projets, les personnes qui t'apportent réellement quelque chose. Le problème n'est pas que tu t'impliques. Le problème, c'est que tu t'impliques dans tout, sans filtre. Et cela t'épuise. Choisir ces batailles est un signe de maturité. Ce n'est pas de la lâcheté. C'est de l'intelligence. Celui qui se bat dans toutes les batailles n'est pas courageux, il est dépassé. Celui qui choisit ses combats, lui, a une stratégie. Voici un test simple, dans 5 ans, cela aura-t-il encore de l'importance? Si oui, agis. Sinon, laisse tomber. La plupart des choses qui te stressent aujourd'hui ne passeront même pas ce test. Une remarque au travail. Un commentaire en réunion. L'opinion d'une personne que tu connais à peine. Dans 5 ans, tu ne t'en souviendras même pas. Et pourtant, aujourd'hui, tu leur donnes un poids énorme. C'est ce déséquilibre qui te vide de ton énergie. Alors pose-toi la question, combien de batailles mènes-tu en ce moment, qui ne comptent pas vraiment? Combien d'énergie dépenses-tu pour des personnes qui ont déjà oublié ce qu'elles ont dit? Combien d'espace mental offres-tu à des choses qui ne compteront plus bientôt? Celui qui sait ignorer ne perd pas. Il gagne du temps, de l'énergie et de la paix. Et c'est cela qui fait la différence entre ceux qui avancent, et ceux qui tournent en rond. Tout ne mérite pas ta réponse. Tout ne mérite pas ton attention. Tout ne mérite pas ta présence. Comprendre cela ne te rend pas distant. Cela te rend libre. L'indifférence n'est pas un manque de caractère. C'est le choix de ne pas gaspiller ce que tu as de meilleur. Mais il y a encore une couche plus profonde. Car ignorer sur le moment est une chose, maintenir ce calme dans le temps en est une autre. Et cela porte un nom, la patience. Chapitre 4, la patience, une arme invisible. Nous vivons dans une époque obsédée par l'immédiateté. Livraison en 2 heures. Réponse en 2 minutes. Résultat en 2 semaines. Tout doit être instantané. Et cette culture de l'urgence constante nous a rendus incapables d'attendre. Mais paradoxalement, c'est une opportunité immense. Parce que pendant que tout le monde se précipite, celui qui sait attendre prend une avance invisible. La personne patiente ne perd pas son temps. Elle accumule de l'information. Elle observe. Elle laisse les impulsifs faire des erreurs. La patience n'est pas de la passivité. C'est agir avec justesse, au bon moment. Pense à une plante. Si tu l'arroses excessivement en espérant qu'elle pousse plus vite, tu la détruis. Elle a son propre rythme.
La vie fonctionne exactement de la même manière. Les relations solides, les carrières durables, les compétences précieuses, les vrais changements, tout cela prend du temps. Rien de grand ne se construit du jour au lendemain. Sénèque l'exprimait parfaitement, ce n'est pas que nous manquons de temps, c'est que nous en gaspillons trop. Nous nous précipitons vers des choses qui ne méritent pas cette urgence. Nous abandonnons trop tôt. Nous décidons trop vite. La gratification immédiate est une illusion séduisante. Elle ressemble à une récompense, mais elle freine ton progrès. Dans toute situation tendue, une négociation, un conflit, celui qui tient le plus longtemps a souvent l'avantage. Non pas parce qu'il est plus fort, mais parce que celui qui craque en premier fait la première erreur. Et cette erreur décide souvent de l'issue. Être patient demande de la maîtrise. Cela demande de faire confiance au processus. De ne pas céder à l'anxiété du moment. Mais lorsque tu développes cette capacité, tu deviens difficile à manipuler. Car la manipulation repose souvent sur l'urgence, décide maintenant. C'est ta seule chance. Agis ou tu perds tout. La personne patiente observe, et répond, on verra. Cette sérénité n'est pas de l'indifférence. C'est une force silencieuse. Et elle offre un avantage énorme, quand tout le monde court, celui qui marche voit le bon chemin. La précipitation brouille la vision. Le calme l'éclaire. Les meilleures décisions de ta vie ont probablement été réfléchies. Les pires, prises dans l'urgence. Le temps est un allié pour celui qui sait attendre. Un ennemi pour celui qui ne le supporte pas. La patience, c'est refuser de sacrifier le long terme pour un soulagement immédiat. C'est investir dans ce qui compte vraiment, même si cela prend du temps. Car ce qui se construit lentement, dure plus longtemps. Mais il y a une raison profonde pour laquelle la patience est si difficile. Et ce n'est pas un manque de volonté. C'est quelque chose de plus subtil, de plus intime. Cela a à voir avec ton ego. Et ce que tu vas découvrir ensuite pourrait bien te bousculer. Chapitre 5, moins d'ego, plus de clarté. Parlons de l'ego. Pas de manière abstraite ou philosophique, mais de l'ego réel. Le tien. Le mien. Cette voix intérieure qui a besoin d'avoir raison, qui ne supporte pas de perdre, qui se sent offensée dès qu'elle ne reçoit pas l'attention qu'elle pense mériter. Cet ego-là. Le problème avec l'ego, ce n'est pas qu'il existe. C'est qu'il dirige trop souvent sans que tu t'en rendes compte. Combien de discussions inutiles deviennent des conflits simplement parce que personne ne veut céder en premier? Combien d'opportunités sont perdues parce qu'admettre une erreur semble être une défaite? L'ego transforme des choses simples en bataille. Et c'est là son piège le plus dangereux. Il te fait croire que tu te bats pour quelque chose d'important, alors qu'en réalité, tu ne fais que protéger une image. La philosophie stoïcienne n'avait que très peu de tolérance pour l'ego. Marc Aurèle, qui dirigeait l'un des plus grands empires de l'histoire, se rappelait constamment qu'il était mortel. Que ses succès ne faisaient pas de lui un être supérieur. Que l'arrogance est souvent le premier signe d'une déconnexion avec la réalité. Un homme avec un pouvoir immense, qui s'entraînait volontairement à l'humilité. Cela en dit long. Mais attention à ne pas confondre. Avoir moins d'ego ne signifie pas manquer de confiance. Cela ne veut pas dire que tu dois t'excuser pour tout, ni accepter n'importe quoi. Ce n'est pas de l'humilité. C'est de l'insécurité déguisée. Moins d'ego signifie autre chose. C'est être capable d'écouter une critique sans se mettre immédiatement sur la défensive. C'est pouvoir reconnaître une erreur sans se sentir détruit. C'est être capable d'admirer les qualités des autres sans se sentir diminué. Voilà la différence entre une personne sûre d'elle et une personne dominée par son ego. Une personne confiante n'a pas besoin d'avoir toujours raison. Elle n'a pas besoin d'être la plus brillante dans la pièce. Et paradoxalement, cela la rend plus intéressante, plus attirante, plus respectée. Parce que l'ego qui s'impose crée du rejet. La confiance qui n'a pas besoin de s'imposer crée de l'admiration. Et encore une fois, le silence joue un rôle clé. L'ego a besoin de parler. D'être vu. D'exister à travers le regard des autres. Mais celui qui apprend à se taire, à être à l'aise sans attirer l'attention, sans chercher constamment la validation, affaiblit naturellement son ego. Tu n'as pas besoin d'être le plus intelligent dans chaque conversation. Tu n'as pas besoin de gagner chaque débat. Tu n'as rien à prouver à personne. Et lorsque tu lâches ce besoin, quelque chose de puissant se produit. Tu commences à voir les choses avec une clarté nouvelle.
Parce que tu n'analyses plus tout à travers « qu'est-ce que cela dit de moi ?» mais simplement à travers « qu'est-ce qui est vrai ?» Et voir la réalité telle qu'elle est, sans déformation, c'est la base de toute bonne décision. Avoir moins d'ego ne te diminue pas. Cela te rend précis. Lucide. Aligné avec le réel. Celui qui a besoin que tout le monde voie à quel point il est grand, n'en est généralement pas encore convaincu lui-même. L'ego gonfle. Mais la vie finit toujours par dégonfler. Ce qui te définit réellement, ce n'est pas ce que tu fais quand tout va bien, mais ce que tu fais quand tout se complique. Et c'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Chapitre 6, la force dans l'adversité. Personne n'échappe aux coups de la vie. Peu importe à quel point tu as planifié. Peu importe tes efforts. Il y aura des moments où tout bascule sans prévenir. Une perte. Un échec. Une trahison. Une maladie. Un projet qui s'effondre. Une relation qui se termine. Et dans ces moments-là, la vraie question n'est pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» La vraie question est « Qu'est-ce que je vais faire avec ça ?» Cette simple différence change tout. La première question te place en victime. Elle te bloque dans le passé, à la recherche d'un responsable. La seconde te redonne du pouvoir. Elle te projette vers l'avenir, à la recherche de solutions. Les stoïciens avaient un concept extrêmement puissant pour cela, l'amor fati, l'amour du destin. Cela ne signifie pas simplement accepter ce qui arrive. Cela signifie l'embrasser. Inclure même les épreuves comme une partie essentielle du chemin. Oui, cela peut sembler radical. Surtout quand la douleur est réelle. Mais il ne s'agit pas de prétendre que tout va bien. Il ne s'agit pas de nier la souffrance. Il s'agit de comprendre ceci. La douleur est une école. Et souvent, la meilleure qui existe. Un muscle ne se développe que sous résistance. Il n'y a pas de force sans effort. Pas de caractère sans épreuve. Pas de sagesse sans erreur. Ce qui t'a brisé t'a aussi apporté quelque chose. Parfois, c'est difficile à voir sur le moment. Parfois, il faut du recul. Mais presque toujours, il y a une leçon, une transformation, une découverte. La résilience, ce n'est pas rester inchangé. C'est tomber, et se relever différent. Plus lucide. Plus fort. Plus conscient. Et il y a un point essentiel. L'adversité agit comme un filtre. Elle sépare ceux qui réagissent par peur, de ceux qui répondent avec force. Et cette différence ne dépend pas de la situation, mais du regard que tu poses dessus. La même épreuve peut détruire une personne, et en construire une autre. Tout dépend de la perspective. Les moments difficiles ont un pouvoir unique, ils révèlent qui tu es vraiment. Pas l'image que tu montres au monde. Mais la version authentique. Celle qui apparaît quand il n'y a plus de masque. Et cette révélation peut surprendre. Certaines personnes découvrent une force qu'elles ne soupçonnaient pas. D'autres réalisent que leur solidité n'était qu'une illusion. La difficulté détruit les illusions. Et même si cela fait mal, c'est un cadeau. Car le mensonge le plus dangereux est celui que l'on se raconte à soi-même. Il y a une vérité importante à retenir. La douleur que tu évites te contrôle. La douleur que tu affrontes te transforme. Il n'existe aucun raccourci. On ne construit pas une force intérieure sans passer par des épreuves qui l'exigent. Et ce moment difficile que tu cherches peut-être à éviter, pourrait être exactement ce dont tu as besoin pour devenir la personne que tu n'es pas encore. La force véritable ne se proclame pas. Elle ne se montre pas. Elle se prouve, dans le silence. Dans ces moments où il serait parfaitement compréhensible de s'effondrer, mais où tu continues d'avancer. Et quelqu'un qui a traversé l'épreuve et qui tient encore debout n'a rien à dire. Sa présence suffit. Ce ne sont pas les tempêtes qui décident si tu coules ou non. C'est la manière dont tu as appris à naviguer avant qu'elles n'arrivent. Et il y a une chose que toutes les personnes fortes ont en commun. Ce n'est ni la chance, ni les ressources. C'est leur capacité à éliminer le superflu. À simplifier. À ne pas se perdre dans le bruit inutile. Et cela, même si ça paraît simple, change absolument tout. Chapitre 7. La simplicité comme pouvoir. Nous avons un problème, nous avons confondu le fait d'avoir plus avec celui d'être plus. Plus d'activités, plus d'engagement, plus de notifications, plus de réunions, plus d'options, plus d'écrans, plus de bruit. Et plus il y a de bruit, moins il y a de signal.
Plus il y a d'options, plus les décisions deviennent mauvaises. Plus l'agenda est rempli, moins il reste de vie réelle. L'esprit humain n'est pas conçu pour traiter le niveau de complexité auquel nous le soumettons. Et cette surcharge a des conséquences, davantage d'anxiété, plus de dispersion, plus de difficulté à se concentrer sur ce qui compte vraiment. On a la sensation de faire beaucoup, tout en avançant peu. Les stoïciens vivaient de manière délibérément simple. Non pas parce qu'ils n'avaient pas accès au luxe, certains, comme Marc Aurèle, avaient le monde à leur disposition, mais parce qu'ils savaient que la complexité inutile est un piège. Plus vous avez de choses à gérer, moins vous avez de contrôle réel sur quoi que ce soit. La simplicité n'est pas la pauvreté, c'est la clarté. Lorsque vous réduisez le bruit, extérieur comme intérieur, ce qui reste est l'essentiel. Et l'essentiel, étonnamment, est toujours bien moins que ce que l'on imagine. Combien de tâches occupent votre esprit en ce moment? Combien de choses en suspens, d'engagements que vous n'auriez pas dû accepter, de conversations inachevées, de projets commencés mais jamais terminés? Tout cela a un coût mental invisible, mais profondément ressenti. Le minimalisme mental n'est pas une mode, c'est une hygiène cognitive. Lorsque vous simplifiez votre environnement, lorsque vous réduisez vos engagements à ceux qui apportent réellement de la valeur, lorsque vous apprenez à dire non sans culpabilité, quelque chose change. L'esprit s'éclaircit. Vous commencez à mieux penser. Les décisions deviennent plus simples. Un espace apparaît là où il n'y avait auparavant que de l'urgence. Et c'est dans cet espace que naissent les bonnes choses, les idées, la créativité, les relations authentiques, la capacité d'être pleinement présent dans ce que vous faites. Réduire, ce n'est pas perdre. Réduire, c'est gagner en concentration. Pensez à n'importe quelle personne que vous admirez pour ses résultats. Peu importe le domaine, il est peu probable qu'elle fasse 20 choses à la fois. C'est plutôt quelqu'un qui fait peu de choses, mais avec une intensité et une concentration que la plupart des gens ne peuvent pas maintenir. Car cette concentration n'existe que lorsqu'il n'y a pas 1000 distractions en compétition pour l'attention. La simplicité s'applique aussi aux relations. Vous n'avez pas besoin de 100 personnes dans votre vie, vous avez besoin des bonnes. Quelques relations profondes valent infiniment plus que de nombreuses relations superficielles qui drainent votre énergie sans rien vous apporter en retour. Elles s'appliquent également à la parole. Les personnes qui parlent peu mais avec précision sont celles que l'on écoute le plus. Celles qui remplissent l'espace de mots finissent par devenir un simple bruit de fond. Moins, mais mieux, dans tout. Que se passerait-il si, cette semaine, vous éliminiez une seule chose qui vous prend du temps sans rien vous apporter? Juste une. Puis, la semaine suivante, une autre. Et encore une après. Avec le temps, vous commenceriez à voir un changement profond. Car beaucoup de ce que vous portez aujourd'hui ne vient pas de choix conscients, mais d'un manque de capacité à dire non. Il y a autre chose que la simplicité apporte, et dont on parle rarement, de meilleures décisions. Lorsque votre esprit est encombré de tâches et de préoccupations, prendre une décision importante devient épuisant. Vous choisissez avec un cerveau saturé, occupé à traiter l'accessoire au lieu de l'essentiel. Les leaders les plus efficaces, ceux qui prennent régulièrement des décisions à fort impact, partagent un point commun, ils simplifient volontairement tout ce qu'ils peuvent afin de préserver leur énergie mentale pour ce qui compte vraiment. Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie. Lorsque vous réduisez le nombre de petites décisions quotidiennes, vous gagnez en capacité pour les grandes. Lorsque vous simplifiez votre environnement, votre esprit fonctionne avec moins d'interférences. Lorsque vous éliminez le superflu de votre agenda, ce qui reste gagne en importance et en qualité. La simplicité n'est pas le chemin de celui qui ne veut pas plus, c'est celui de celui qui veut ce qui est juste. Et ce qui est juste, pour vous, est déjà suffisant. Le véritable pouvoir ne se mesure pas à ce que vous accumulez, mais à ce que vous êtes capable de laisser partir sans rien perdre de valeur. Pourtant, simplifier reste difficile. Pourquoi? Parce que nous sommes constamment entourés de tentations, d'impulsions, de sollicitations qui cherchent à diriger notre attention. Résister à tout cela, choisir au lieu de réagir, exige une compétence rare et sous-estimée. Une compétence que peu développent consciemment, mais qui fait toute la différence. Chapitre 8, le self-control comme super-pouvoir. Il existe un mot que la culture actuelle a presque effacé, la discipline. Nous vivons à une époque où tout est conçu pour te pousser à céder. Tout est pensé pour que tu consommes sans réfléchir, réagisses sans filtre, décides sans prendre de recul. Dans ce contexte, la personne capable de faire une pause, de choisir, de dire non quand tout pousse vers le oui,
possède un pouvoir que la majorité n'a pas. Le self-control n'est pas la répression. Ce n'est pas vivre constamment sous tension, les dents serrées en résistant au plaisir. Ça, ce n'est pas de la discipline. C'est de la frustration. Le véritable self-control, c'est autre chose. C'est avoir construit une identité tellement claire, savoir avec précision qui tu es et où tu vas, que les tentations perdent leur pouvoir. Non pas parce que tu les combats, mais parce qu'elles ne t'attirent plus de la même manière. Les stoïciens appelaient cela l'ascésis, une pratique volontaire de maîtrise de soi. Non pas parce que la vie est un combat permanent, mais parce que celui qui ne se gouverne pas lui-même finit toujours par être gouverné par les circonstances. Concrètement, cela signifie ceci. Les habitudes que tu as aujourd'hui sont le résultat de décisions passées, souvent prises inconsciemment, en te laissant porter. Et les résultats que tu observes dans ta vie, ta santé, tes relations, ton travail, sont simplement le reflet de ces habitudes. Si tu veux changer tes résultats, tu dois changer tes habitudes. Et pour changer tes habitudes, tu dois commencer par prendre des décisions différentes, dans les petits moments. Car ce sont ces petits moments qui construisent la grande personne. Ce n'est pas l'effort spectaculaire d'un grand jour qui fait la différence. C'est ce que tu fais un mardi banal, quand personne ne regarde, quand tu n'as pas envie, quand la motivation est absente. C'est là que se forge le caractère. Le self-control silencieux, celui qui ne se montre pas, qui ne cherche pas d'approbation, est le plus solide de tous. Dire non fait partie de cette discipline. Dire non à des engagements inutiles. Dire non à des conversations qui t'épuisent. Dire non à des habitudes qui t'éloignent de la personne que tu veux devenir. Dire non à l'impulsion de réagir, quand il serait plus sage de se taire. Chaque fois que tu dis non à ce qui ne te sert pas, tu dis oui à quelque chose de plus important, ton temps, ton énergie, ta direction. Et chaque fois que tu cèdes alors que tu sais que tu ne devrais pas, tu envoies un message à ton esprit, voilà qui je suis. Voilà ce que je fais. Et ton cerveau apprend, puis répète. Le self-control est un muscle. Et comme tous les muscles, il se développe par l'usage. Il n'y a pas de raccourci. Mais il n'y a pas non plus de limite. La personne qui maîtrise ses impulsions, qui choisit au lieu de réagir, qui maintient le cap quand tout pousse dans une autre direction, possède un avantage invisible. Un avantage que personne ne peut lui enlever. Parce qu'il se trouve dans le seul endroit où personne ne peut entrer sans permission, son esprit. Et il y a une vérité importante à comprendre. Le self-control ne se voit pas toujours. Il n'est pas toujours reconnu. La plupart du temps, il passe totalement inaperçu. Personne ne t'applaudit parce que tu t'es couché tôt. Personne ne célèbre le fait que tu as fermé une application pour travailler. Personne ne te félicite d'avoir respiré au lieu de répondre impulsivement. Mais ces petits gestes invisibles sculptent ton identité. La discipline silencieuse est peut-être la forme la plus honnête de respect de soi. Tu ne le fais pas pour être vu. Tu le fais parce que tu sais que c'est juste. Parce que tu sais que cet effort discret d'aujourd'hui construit quelque chose de meilleur demain. Les stoïciens pratiquaient cela comme un entraînement. Régulier. Constant. Sans attendre de résultats immédiats. Car ils savaient que le caractère ne se construit pas dans les jours faciles, mais dans les jours difficiles. Si tu veux savoir qui tu es vraiment, ne te regarde pas dans les moments confortables. Observe-toi dans les moments où c'est dur. C'est là que se trouve la vérité. Le plus grand champ de bataille n'est pas extérieur. Il est en toi. Et la victoire la plus importante est celle que tu remportes là, chaque jour. Mais il y a encore une étape. Car parfois, la meilleure stratégie n'est pas d'agir, ni de briller, ni de se montrer. Parfois, la meilleure décision est de disparaître du radar. Chapitre 9, l'invisibilité stratégique. Dans le monde actuel, tout pousse à être visible. Réseaux sociaux, images personnelles, présence digitale, tout le monde veut être vu. Comme si exister dépendait du fait de se montrer. Et même si se rendre visible peut avoir du sens dans certains contextes, il existe un piège énorme. Plus tu t'exposes, plus tu révèles d'informations sur toi. Et toutes ces informations ne jouent pas en ta faveur. Si tu exposes tes projets trop tôt, tu les soumets à la critique avant qu'ils ne soient prêts. Si tu montres tes réussites trop rapidement, tu crées des attentes que tu devras ensuite maintenir. Si tu exposes constamment tes émotions, tu donnes aux autres une carte pour te comprendre, et parfois te manipuler. L'invisibilité stratégique ne consiste pas à disparaître du monde.
C'est savoir quoi montrer, quand le montrer, et dans quelle mesure. Les stoïciens l'avaient compris. Sénèque expliquait que vivre sans dépendre de l'approbation des autres est une forme de liberté supérieure. Non pas parce que les autres n'ont aucune importance, mais parce que dépendre de leur validation te rend dépendant de quelque chose que tu ne contrôles pas. Et cette dépendance crée une forme subtile d'anxiété. Surveiller constamment le regard des autres, chercher leur approbation, vouloir plaire à tout prix, tout cela fatigue l'esprit et le remplit d'un bruit inutile. Lorsque tu te libères de ce besoin, quelque chose de puissant se produit. Tu avances plus vite. Parce que tu ne gères plus une image. Tu construis des résultats. Et les résultats construits en silence sont plus solides. Ils ne sont pas influencés par la pression extérieure. Ils ne sont pas déformés par le besoin de paraître. Il existe un principe simple. Parle moins de ce que tu fais, et fais davantage que ce que tu dis. Le travail discret, l'effort invisible, la constance non exposée, voilà ce qui produit des résultats visibles. Et lorsque ces résultats apparaissent, ils n'ont pas besoin d'être expliqués. Ils parlent d'eux-mêmes. L'exposition prématurée est une erreur coûteuse. Une idée montrée trop tôt peut être fragilisée. Un projet dévoilé trop tôt peut perdre sa force. Une relation exposée trop tôt peut subir une pression destructrice. Mais il y a encore une dimension plus subtile. L'invisibilité stratégique s'applique aussi à ta manière de communiquer au quotidien. La personne qui parle peu d'elle-même, qui écoute davantage, qui ne ressent pas le besoin de remplir chaque silence, crée quelque chose de rare, de la curiosité. Et la curiosité est une forme de magnétisme extrêmement puissante. Quand tu ne révèles pas tout immédiatement, quand les autres découvrent progressivement qui tu es, tu crées un intérêt profond, durable. Les stoïciens le savaient, l'influence véritable ne s'impose pas, elle se construit. Par la cohérence. Par la solidité. Par la discrétion. Celui qui fait le plus de bruit n'est pas le plus puissant. C'est souvent celui qui a le plus besoin de prouver qu'il l'est. Protège ton processus. Garde tes mouvements. Laisse les résultats parler, au bon moment. L'invisibilité stratégique est la différence entre celui qui fait du bruit, et celui qui laisse une trace. Chapitre 10, la paix intérieure comme victoire finale. Nous arrivons au point central. Qu'est-ce que le succès, pour toi? Prends un instant. Pas la réponse que tu donnerais en public. La vraie réponse. Celle que tu te donnerais seul, sans pression. Car le monde te vend une vision très précise du succès, quelque chose de visible, mesurable, impressionnant. L'argent. Le statut. Le travail. La maison. La voiture. Les voyages. Les abonnés. Et ces choses ne sont pas mauvaises. Mais il y a une vérité que l'on ne te dit pas assez, tu peux tout avoir, et te sentir vide. Le stoïcisme propose une autre définition du succès. Le succès, c'est la tranquillité intérieure de celui qui vit en accord avec ses valeurs. Rien de plus. Rien de moins. Les stoïciens appelaient cela l'ataraxie, un état de sérénité profonde, indépendant des circonstances extérieures. Un état où ce qui est en toi est suffisamment solide pour ne pas être détruit par ce qui est en dehors. C'est cela, la véritable victoire. Pas les applaudissements. Pas la reconnaissance. Pas les chiffres. La paix. La paix intérieure ne signifie pas que plus rien ne t'importe. Elle ne signifie pas l'absence d'ambition. Elle signifie que tu ne cherches plus à l'extérieur ce que seul l'intérieur peut te donner. Tu n'as plus besoin que le monde valide ta valeur. Tu ne vis plus selon des attentes qui ne sont pas les tiennes. Tu choisis consciemment les valeurs qui guident ta vie. Et tu agis en cohérence. Pas parfaitement, cela n'existe pas, mais sincèrement. Et cette cohérence crée quelque chose de rare, une stabilité, une calme profond que les autres ressentent, même sans pouvoir l'expliquer. C'est la présence de quelqu'un qui sait qui il est, et qui n'a pas besoin de le prouver. Le silence dont nous avons parlé depuis le début mène ici, au silence intérieur. Un silence qui n'est pas vide, mais plein. Tout ce que tu as vu, la patience, le self-control, l'indifférence intelligente, la force face à l'adversité, la simplicité, la discrétion mènent au même point. Être bien avec toi-même. Vivre de l'intérieur vers l'extérieur, et non l'inverse. Alors peut-être que la vraie question n'est pas « qu'est-ce qu'il me manque ?», mais plutôt « qu'est-ce que je dois arrêter de porter ?» Car le vrai bien-être ne s'accumule pas. Il se libère.
Chaque chose que tu abandonnes, qui ne t'appartient pas, te rapproche de qui tu es vraiment. D'une version de toi qui n'a pas besoin de validation. Qui ne craint pas le silence. Qui ne s'effondre pas face aux épreuves. Qui sait attendre. Qui sait ignorer. Qui sait agir, et aussi ne pas agir. Cela ne se construit pas en un jour. C'est un travail de toute une vie. Un travail silencieux. Constant. Profond. Mais c'est le seul travail qui en vaut toujours la peine. Car à la fin de la journée, quand tout s'arrête, quand le bruit disparaît, quand personne ne regarde, il ne reste que toi. Et la vraie question est simple. Est-ce que cette personne te plaît? Est-ce qu'elle te donne la paix? Est-ce qu'elle est celle que tu veux être? Si la réponse est oui, alors tu as déjà gagné. Même si personne ne le voit. Même si personne ne l'applaudit. Celui qui sait se taire gagne. Non pas parce qu'il n'a rien à dire, mais parce qu'il a compris que les plus grandes victoires n'ont pas besoin d'être annoncées. La paix intérieure n'est pas la récompense à la fin du chemin. C'est la manière dont tu apprends à marcher. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris en commentaire, celui qui se tait domine. Abonne-toi, active les notifications et partage ton avis pour soutenir ce contenu. Cela permet de continuer à créer des vidéos utiles pour des personnes comme toi. Merci sincèrement pour ton temps et ton attention. À très bientôt pour la prochaine réflexion.